Histoire 1. L'ombre dans le parking. C'était une nuit froide d'hiver lorsque Joao, un garde de sécurité vétéran, commença son service dans le parking souterrain d'un grand complexe commercial. L'air était lourd, presque palpable, et un silence inquiétant régnait dans les couloirs vides du sous-sol. Joao était habitué aux nuits de garde, mais quelque chose cette nuit-là le rendait particulièrement nerveux. À 2 heures du matin, Joao faisait sa ronde habituelle. Les lumières fluorescentes clignotaient, projetant des ombres déformées sur les murs de béton. En marchant entre les voitures garées, il remarqua quelque chose d'inhabituel, une ombre, plus sombre que l'obscurité environnante, se déplaçait furtivement entre les véhicules. Pensant qu'il s'agissait d'un voleur, Joao décida d'enquêter. Il suivit l'ombre, ses pas résonnant dans le vide. La figure sombre semblait jouer à cache-cache, apparaissant et disparaissant derrière les colonnes et les voitures. Le cœur de Joao battait plus vite, et il ressentit un étrange frisson lui parcourir l'échine. S'approchant lentement, il appela. « Qui est là ? Montrez-vous » La réponse fut un silence mortel, interrompu seulement par le bourdonnement des lumières et le son distant de gouttes d'eau. Joao prit sa lampe de poche et éclaira le chemin devant lui, mais l'ombre continuait de bouger, insaisissable. Il décida alors de vérifier les caméras de sécurité dans la salle de surveillance. Courant de retour vers la salle, Joao examina les enregistrements. À sa grande surprise, l'ombre était là, une tache noire se déplaçant dans le parking, mais il n'y avait personne. La panique commença à s'emparer de lui. Il respira profondément, essayant de se calmer, et décida de continuer sa ronde, espérant trouver une explication rationnelle. De retour dans le parking, l'atmosphère semblait encore plus hostile. L'ombre réapparut, plus proche cette fois, et Joao se rendit compte qu'elle ne faisait pas que se déplacer, elle l'observait. Il sentit un frisson lui parcourir la peau lorsque la figure s'arrêta devant lui, à quelques mètres de distance. Sans visage, sans forme définie, juste une présence oppressante et malveillante. Joao tenta d'avancer, mais ses pieds semblaient collés au sol. L'air devint glacé, et il pouvait voir sa propre respiration former des nuages devant lui. L'ombre commença à s'approcher lentement, glissant sur le sol comme un brouillard noir. En panique, Joao tenta de crier, mais sa voix faillit. La peur s'empara de lui, et il recula, trébuchant sur une marche. En tombant, la lampe de Joao éclaira brièvement le visage de l'ombre, un visage déformé, plein de haine et de douleur. C'était un homme, mais son apparence était celle de quelque chose au-delà de la mort. Les yeux, noirs et vides, semblaient absorber toute la lumière autour. Joao réussit à se relever et courut, sentant la présence de l'ombre le poursuivre. De retour dans la salle de surveillance, Joao ferma la porte à clé, ses mains tremblantes. Il regarda à nouveau les caméras, mais l'ombre avait disparu. L'horloge indiquait 3 heures du matin, mais pour lui, il semblait que des heures s'étaient écoulées. Assis sur la chaise, il tenta de rationaliser ce qu'il avait vu, mais les images de cette figure le hantaient. Les nuits suivantes, Joao ne pouvait pas dormir. L'ombre apparaissait dans ses rêves, toujours observant, toujours s'approchant. Il commença à entendre des murmures, des voix lointaines qui semblaient provenir des profondeurs du parking. Ses collègues remarquèrent son changement, mais ils ne pouvaient pas raconter ce qu'il avait vu. Qui le croirait ? Une semaine plus tard, Joao décida qu'il ne pouvait plus travailler là-bas. Il démissionna et tenta de reprendre sa vie. Cependant, l'ombre le suivit. Il commença à la voir dans les coins sombres de son appartement, reflétée dans les miroirs, toujours à l'affût. Joao savait qu'il perdait la raison, mais il n'y avait aucun moyen d'échapper. Désespéré, il rechercha l'histoire du bâtiment et découvrit que, des années auparavant, un homme était mort tragiquement dans le parking. Il avait été renversé par une voiture et laissé pour mort. Depuis lors, le lieu était hanté par son âme tourmentée, cherchant vengeance ou peut-être simplement quelqu'un avec qui partager sa douleur éternelle. Joao tenta d'organiser une cérémonie d'exorcisme, faisant venir un prêtre sur les lieux. Pendant le rituel, l'ombre se manifesta avec plus d'intensité, rendant l'air insupportablement froid et lançant des objets dans la salle. Le prêtre priait fervemment, mais la présence était puissante. À la fin, l'esprit semblait avoir été banni, mais Joao savait que ce n'était pas la fin. Aujourd'hui encore, Joao vit avec la peur constante que l'ombre puisse revenir. Les nuits d'insomnie, il se rappelle des yeux vides, du froid oppressant et du visage déformé. L'expérience l'a changé pour toujours, et il n'a jamais pu retravailler comme garde de sécurité. L'ombre du parking est devenue une partie indélébile de sa vie, un rappel que certaines choses dans ce monde échappent à notre compréhension,
toujours à l'affût, attendant d'être vu. C'est l'histoire troublante de Joao et de l'ombre dans le parking, une narration qui peut laisser n'importe qui horrifié et se demandant ce qui peut se cacher dans les ombres autour de nous. Histoire 2. L'enfant fantôme au centre commercial. C'était une nuit tranquille, et Marc, un agent de sécurité expérimenté, faisait sa ronde habituelle dans le vaste centre commercial où il travaillait depuis des années. Les magasins étaient fermés, les couloirs silencieux et éclairés seulement par la lumière tamisée des lampes de sécurité. Marc aimait la tranquillité de ces nuits, mais cette nuit-là, il sentait une étrange tension dans l'air, une sorte de frisson qui lui parcourait l'échine. Vers 2 heures du matin, alors qu'il passait devant une boutique de jouets, Marc entendit un bruit de pas léger résonner dans le couloir. Pensant qu'un enfant s'était peut-être égaré, il se dirigea vers l'origine du bruit. À sa grande surprise, il aperçut une petite fille, vêtue d'une robe blanche ancienne, courir rapidement et disparaître au coin du couloir. Marc sentit son cœur s'accélérer. Il appela doucement, espérant ne pas l'effrayer davantage. « Hé, petite. Attends, ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. » Il accéléra le pas, tournant au coin du couloir où la fille avait disparu. Mais à sa stupéfaction, le couloir était vide. Les lumières clignotaient légèrement, créant des ombres dansantes sur les murs. Marc continuait de chercher, appelant doucement la fille, mais il n'y avait aucune réponse. Il décida alors de vérifier les caméras de sécurité pour voir où elle était allée. Dans la salle de surveillance, il rembobina les enregistrements et, à son grand étonnement, il vit la fille courir à travers le couloir. Mais ce qui le glaça de terreur, c'était qu'à un moment donné, la fille traversa un mur solide et disparut complètement. Marc sentit son estomac se nouer. Qui était cet enfant? Pourquoi traversait-elle les murs comme un fantôme? Il chercha des réponses auprès de ses collègues. L'un d'eux, plus âgé, hocha la tête gravement en écoutant Marc raconter son histoire. Il lui dit. Il y a des années, une petite fille a disparu dans ce centre commercial. Elle s'était perdue et n'a jamais été retrouvée. Depuis, des rumeurs circulent sur son esprit qui hante ces lieux, cherchant désespérément à retrouver ses parents. Marc frissonna. Cette explication semblait incroyable, mais les images des caméras ne mentaient pas. Les jours suivants, il essaya de reprendre son travail normalement, mais il ne pouvait chasser cette image de son esprit. Une nuit, environ une semaine plus tard, alors qu'il faisait une nouvelle ronde, il entendit à nouveau les pas légers de l'enfant. Cette fois, il était déterminé à découvrir la vérité. Il suivit les bruits jusqu'à une petite aire de jeu pour enfants à l'intérieur du centre. Là, au milieu des balançoires et des toboggans, il la vit. La petite fille était assise, pleurant silencieusement, ses larmes brillant dans la faible lumière. Marc s'approcha lentement, son cœur battant la chamade. Il s'agenouilla près d'elle et dit doucement. « Je suis là pour t'aider. Dis-moi ce qui s'est passé. » La fille leva les yeux vers lui, et Marc fut frappé par l'intensité de sa tristesse. Ses yeux étaient grands et brillants, remplis de larmes et d'une douleur indescriptible. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Au lieu de cela, elle tendit la main, montrant une direction. Marc suivit son regard et vit une ancienne boutique de vêtements pour enfants, maintenant abandonnée. Il se leva et se dirigea vers la boutique, la porte grinçant sinistrement lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur, tout était poussiéreux et abandonné depuis longtemps. Il se sentit attiré vers l'arrière de la boutique, où il découvrit une petite porte cachée derrière des cartons. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva un escalier descendant vers une cave oubliée. Descendant prudemment les marches, Marc alluma sa lampe torche. La cave était sombre et humide, remplie de vieilles boîtes et d'objets abandonnés. Au fond, il trouva quelque chose qui le glaça de terreur, un petit squelette, recroquevillé dans un coin. Il comprit alors la vérité horrifiante. La petite fille avait été piégée ici, sans espoir de s'échapper. Marc remonta rapidement, le cœur lourd, et retourna à l'aire de jeu. La petite fille était toujours là, mais cette fois, elle souriait doucement, comme soulagée. Elle se leva, s'approcha de Marc et, pour un bref instant, il sentit une chaleur douce l'envelopper. Puis, elle disparut lentement dans l'air, ses traits s'effaçant comme une brume sous le soleil. Les autorités furent informées, et le squelette de la petite fille fut identifié. Elle reçut enfin une sépulture décente, et ses parents, qui avaient désespérément cherché leur enfant pendant des années, purent enfin faire leur deuil. Marc continua de travailler au centre commercial, mais il n'oublia jamais cette nuit. La silhouette de la petite fille hantait encore ses pensées, mais il se sentait aussi réconforté,
sachant qu'il avait aidé à apaiser son esprit tourmenté. Pourtant, chaque fois qu'il passait devant l'ancienne boutique, il ressentait un frisson, se demandant si d'autres secrets sombres demeuraient cachés dans les recoins sombres de ce vaste centre commercial. L'histoire de l'enfant fantôme au centre commercial devint une légende locale, racontée avec frisson par les employés et les visiteurs, un rappel effrayant que parfois, les esprits des disparus ne trouvent la paix que lorsqu'on découvre leur vérité cachée. Histoire 3. La mariée dans la tour de l'horloge. Il était minuit quand Paul, un jeune garde de sécurité, commença son tour de garde dans la vieille tour de l'horloge. Ce bâtiment historique, autrefois le cœur de la ville, était maintenant une attraction touristique fermée la nuit. Les histoires sur les fantômes qui hantaient cet endroit étaient bien connues, mais Paul, pragmatique et sceptique, les avait toujours prises pour des légendes. Cette nuit-là, pourtant, il allait découvrir une vérité bien plus effrayante que toutes les rumeurs. La tour de l'horloge était silencieuse, seulement brisée par le tic-tac régulier du mécanisme de l'horloge. Les escaliers en colimaçon semblaient s'étirer à l'infini vers le haut, chaque pas de Paul résonnant comme un écho funeste dans la cage d'escalier. Alors qu'il montait, il sentit un froid glacial l'envahir, bien au-delà de ce qu'une nuit d'hiver pourrait produire. Arrivé à la salle des cloches, il aperçut une silhouette blanche flottant près de l'horloge. C'était une femme en robe de mariée, le voile recouvrant son visage pâle. Paul se figea, le cœur battant la chamade. La légende parlait d'une jeune femme, Marie, qui s'était suicidée le jour de son mariage, se jetant du sommet de la tour après avoir été abandonnée par son fiancé. Il prit son courage à deux mains et s'approcha de l'apparition. Mais au moment où il allait parler, la mariée leva la tête, dévoilant un visage défiguré par la douleur et la tristesse. Ses yeux étaient vides, déplis de désespoir infini. Elle ouvrit la bouche et un cri perçant, empli de chagrin et de rage, retentit, résonnant dans toute la tour. Paul recula, terrifié, mais ses jambes se dérobèrent sous lui et il tomba au sol. La mariée s'approcha lentement, ses pieds ne touchant pas le sol. Elle tendit la main, comme pour lui demander de l'aide, mais quand Paul tenta de se relever, une force invisible le cloua sur place. Il était paralysé par la peur, incapable de détourner les yeux de cette vision spectrale. Les lumières de la tour clignotèrent et s'éteignirent, plongeant la salle des cloches dans une obscurité totale. Seule la silhouette de la mariée émettait une faible lueur phosphorescente. Paul entendit des murmures indistincts, des voix anciennes chuchotant des malédictions oubliées. Il ferma les yeux, priant pour que ce cauchemar prenne fin. Quand il rouvrit les yeux, la mariée avait disparu. La lumière revenait peu à peu, mais l'atmosphère restait chargée de peur et de désespoir. Paul se leva difficilement, ses jambes tremblantes, et redescendit les escaliers en courant, son souffle court et irrégulier. Il se précipita hors de la tour, s'arrêtant seulement une fois en sécurité à l'extérieur. Le lendemain, il parla de son expérience à ses collègues. Certains le crurent, d'autres se moquèrent, mais tous furent d'accord sur un point, la tour de l'horloge était hantée. Paul, pourtant, ne pouvait se contenter de cette explication. Il ressentait un besoin impérieux de comprendre ce qui s'était réellement passé. Il fit des recherches sur l'histoire de Marie et découvrit qu'elle avait été trahie non seulement par son fiancé, mais aussi par ses propres parents, qui avaient arrangé le mariage pour de l'argent. La douleur de cette trahison l'avait poussé à mettre fin à ses jours, et depuis, son esprit tourmenté errait dans la tour, cherchant désespérément la paix. Déterminé à apaiser son âme, Paul organisa une cérémonie de réconciliation. Il invita un prêtre à bénir la tour et à prier pour Marie. Pendant la cérémonie, une tempête se leva soudainement, des vents violents battant les murs de la vieille tour. Les chandelles vacillèrent, et une présence glaciale envahit la pièce. Le prêtre continua de prier, sa voix ferme et rassurante. Paul sentit une pression sur sa poitrine, comme si une main invisible essayait de l'étouffer. Il se concentra sur les prières, espérant que cela suffirait à libérer Marie de sa souffrance. Lentement, la pression diminua, et il vit une silhouette blanche s'éloigner, disparaissant progressivement. Lorsque la tempête s'apaisa, le prêtre déclara que l'âme de Marie avait été libérée. La tour de l'horloge retrouva sa tranquillité, mais Paul savait que l'expérience l'avait changé à jamais. Il continuait de monter la garde, mais chaque fois qu'il passait près de la salle des cloches, il ressentait une étrange sérénité, comme si Marie le remerciait de l'avoir aidé à trouver la paix. Les légendes sur la mariée de la tour de l'horloge persistaient, mais Paul savait qu'elles étaient désormais des échos d'une histoire ancienne, une histoire de trahison et de rédemption. La tour, bien que toujours imposante et mystérieuse, n'était plus un lieu de terreur, mais un mémorial silencieux à une âme perdue, enfin apaisée. Histoire 4.
Les chuchotements de la forêt interdite. Jean était un garde forestier expérimenté, habitué aux sons et aux mystères de la forêt. Mais il y avait une partie de la forêt qu'on lui avait toujours dit d'éviter, le cœur de la forêt interdite. Les anciens du village racontaient des histoires de disparitions et de phénomènes étranges, mais Jean, pragmatique et sceptique, n'avait jamais cru à ces contes. Jusqu'à cette nuit fatidique. C'était une nuit sans lune, l'obscurité était totale. Jean avait décidé de faire une ronde plus longue que d'habitude, attiré par une curiosité inexplicable vers le centre de la forêt interdite. L'air était étrangement lourd, et chaque pas semblait absorbé par la terre humide et silencieuse. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément, les arbres semblaient se rapprocher, leurs branches s'entremêlant pour former une voûte obscure. Le silence était presque surnaturel, interrompu seulement par les craquements occasionnels des branches sous ses pieds. Puis, il entendit un chuchotement. Au début, il pensa que c'était le vent, mais les chuchotements devinrent plus clairs, des voix indistinctes murmurant dans une langue ancienne. Jean sentit un frisson le parcourir. Il alluma sa lampe torche et continua à avancer, ses sens en alerte maximale. Soudain, il aperçut une lueur au loin. En s'approchant, il découvrit une vieille cabane en bois, à moitié en ruine, envahie par la végétation. La porte était légèrement entrebâillée, et une lumière vacillante en émanait. Jean sentit son cœur battre plus vite, une part de lui hurlant de faire demi-tour. Mais une autre part, plus forte, l'incita à découvrir la vérité. Il entra prudemment dans la cabane. L'intérieur était couvert de poussière et de toiles d'araignée, des objets anciens jonchant le sol. Au centre, une table en bois sur laquelle était posé un vieux livre, ses pages jaunies par le temps. Jean s'approcha et ouvrit le livre. Les pages étaient remplies de symboles étranges et de dessins macabres. Les chuchotements devinrent plus forts, et Jean se retourna brusquement. Une silhouette sombre se tenait dans l'ombre, ses yeux brillant d'une lueur malveillante. Avant qu'il ne puisse réagir, la silhouette s'approcha rapidement, et Jean sentit une main glaciale saisir son bras. Il se débattit, mais la prise était incroyablement forte. La silhouette se pencha vers lui, et Jean put voir son visage déformé par une souffrance indicible. La créature ouvrit la bouche, laissant échapper un râle guttural qui résonna dans toute la cabane. Jean, pris de panique, réussit à se libérer et s'enfuit en courant, sa lampe torche tombant au sol. Il courut à travers la forêt, les chuchotements le poursuivant, semblant surgir de chaque arbre, de chaque ombre. Le chemin semblait s'étirer à l'infini, et Jean sentait sa force diminuer. Juste au moment où il pensait ne jamais pouvoir sortir de cette forêt maudite, il aperçut une lumière au loin. C'était l'orée de la forêt. Épuisé, il émergea enfin de la forêt interdite et s'effondra sur le sol. Ses collègues le trouvèrent à l'aube, inconscient et en état de choc. Quand il se réveilla, il tenta de raconter ce qu'il avait vu, mais les mots lui manquaient. Les chuchotements, la cabane, la silhouette, tout semblait irréel. Les anciens du village l'écoutèrent en silence, puis l'un d'eux prit la parole. « Tu as vu ce que personne ne devait voir. La forêt interdite cache des secrets sombres, des âmes perdues qui ne trouveront jamais la paix. Tu as survécu, mais elles te surveilleront toujours. » Jean, bien que terrifié, retourna à son poste de garde forestier, mais il évitait désormais soigneusement le cœur de la forêt interdite. Les nuits étaient les plus difficiles. Les chuchotements revenaient dans ses rêves, et parfois, il croyait voir des ombres se mouvoir à la lisière de la forêt. Il se rendit compte que les histoires des anciens n'étaient pas de simples légendes, mais des avertissements. La forêt interdite était un lieu de malédiction, où les âmes tourmentées erraient sans fin, cherchant à entraîner les vivants dans leur désespoir éternel. Jean vécut avec cette peur, une terreur constante que quelque chose le suivait, l'observait. Il savait qu'il avait échappé à la cabane, mais il n'échapperait jamais vraiment au chuchotement de la forêt interdite. Les nuits sombres et silencieuses, il se demandait si un jour, il ne serait pas à son tour une de ces ombres, murmurant des avertissements à ceux qui oseraient s'aventurer trop loin. Cette histoire de Jean et de la forêt interdite demeure un avertissement sinistre pour tous ceux qui pensent que certaines légendes ne sont que des fables. Il y a des endroits où les esprits tourmentés attendent, des endroits où il vaut mieux ne jamais s'aventurer, de peur de ne jamais revenir. Histoire 5. Le spectre de l'hôpital abandonné. Clara était une jeune infirmière, passionnée par son travail et déterminée à aider les autres. Un soir, après une longue journée, elle reçut une mission inhabituelle, surveiller l'ancien hôpital abandonné à la périphérie de la ville. L'hôpital, fermé depuis des décennies, était réputé pour être hanté, et personne n'osait y mettre les pieds après la tombée de la nuit. Clara, bien que sceptique,
accepta le défi, pensant que ce serait une simple promenade de santé. L'hôpital était une structure massive, ses murs décrépits et envahis par la végétation. La porte principale grinça sinistrement lorsqu'elle l'ouvrit, et une odeur de moisissure et de désinfectant en décomposition l'envahit immédiatement. L'obscurité régnait, seulement percée par le faisceau de sa lampe torche. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans les couloirs vides, créant un écho inquiétant. Alors qu'elle explorait les différents étages, Clara ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange sensation de malaise. Les murs semblaient chuchoter des secrets oubliés, et des ombres dansaient à la périphérie de sa vision. En passant devant l'ancienne salle de chirurgie, elle remarqua une porte entr'ouverte. Une lumière vacillante émanait de l'intérieur. Curieuse, Clara entra dans la salle. La scène qui l'accueillit la glaça de terreur. Sur la table d'opération, une silhouette spectrale, un médecin en blouse blanche, se tenait penché sur un patient inexistant. Le spectre se tourna lentement vers Clara, révélant un visage sans traits, une forme blanche et éthérée. Ses yeux étaient des trous noirs, vides de toute humanité. Clara recula, trébuchant presque sur ses propres pieds. Le spectre du médecin tendit une main vers elle, et une voix froide et désincarnée résonna dans la salle. « Aidez-moi, ils ont tous disparu. » Terrifiée, Clara s'enfuit de la salle, son cœur battant à tout rompre. Elle courut à travers les couloirs, cherchant une issue, mais chaque porte semblait se refermer devant elle, comme si l'hôpital lui-même voulait la piéger. Les lumières clignotaient, et elle pouvait entendre des murmures fantomatiques derrière elle. Finalement, elle trouva refuge dans une petite salle de repos. Essoufflée, elle se laissa tomber sur une chaise, essayant de reprendre son souffle et de comprendre ce qu'elle venait de voir. C'est alors qu'elle remarqua un vieux journal sur la table. En le feuilletant, elle découvrit des articles relatant des expériences médicales inhumaines menées dans cet hôpital dans les années 1950. Les patients, souvent des marginaux et des sans-abri, disparaissaient mystérieusement. Clara comprit que les âmes tourmentées de ces patients hantaient encore l'hôpital, piégées entre la vie et la mort, cherchant justice ou rédemption. Elle savait qu'elle devait sortir de là avant de devenir une autre victime de cet endroit maudit. Rassemblant son courage, Clara quitta la salle de repos et se dirigea vers l'escalier principal. Chaque marche qu'elle descendait semblait la rapprocher de la sortie, mais aussi d'une présence malveillante qui la suivait de près. Elle pouvait sentir un souffle glacé dans son cou, des doigts invisibles effleurant sa peau. Alors qu'elle atteignait enfin le rez-de-chaussée, la porte principale apparut devant elle. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une force invisible la projeta contre le mur. Clara se releva péniblement, ses yeux rencontrant ceux du spectre du médecin, maintenant accompagné de plusieurs silhouettes fantomatiques, toutes tendant leurs mains vers elle, suppliant silencieusement. « Aidez-nous » Clara cria, une explosion de terreur pure, et se précipita vers la porte. Cette fois, elle réussit à l'ouvrir et se jeta dehors, tombant à genoux sur l'herbe humide. L'air frais de la nuit la ramena à la réalité, et elle se retourna pour voir les silhouettes disparaître lentement dans l'obscurité de l'hôpital. Elle ne perdit pas de temps et courut vers la ville, jurant de ne jamais retourner dans cet endroit maudit. Les autorités, alertées par son récit, enquêtèrent sur l'hôpital et découvrirent des documents et des preuves des horreurs qui s'y étaient déroulées. Les âmes des patients oubliés furent enfin reconnues, et un mémorial fut érigé en leur honneur. Clara, bien qu'encore hantée par cette nuit, trouva un certain apaisement en sachant que les victimes avaient enfin trouvé une forme de justice. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait les visages des spectres, entendant leurs murmures désespérés, se demandant si un jour elle pourrait vraiment échapper aux fantômes de l'hôpital abandonné. Cette histoire de Clara et de l'hôpital abandonné reste gravée dans la mémoire de ceux qui l'entendent, un avertissement terrifiant que certains lieux sont marqués par des actes si horribles que les âmes ne peuvent jamais trouver la paix. L'hôpital, bien que maintenant fermé et surveillé, demeure un symbole de terreur, un endroit où les vivants et les morts ne devraient jamais se rencontrer.